Rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus. Si je ne parle pas assez fort, dites-le-moi et j'essaierai de monter un peu le volume. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de la configuration d'offres commerciales avec Dita, en utilisant Dita. Alors, petit disclaimer, il n'y aura pas d'exemple de documents, des documents produits pour des questions de confidentialité. Alors, tout d'abord, un petit peu de présentation. Alors déjà, de moi. Donc, mon parcours, je suis issue d'un master ingénierie des logiciels et des connaissances. Donc, développement logiciel, pas de traduction ou de rédaction, de l'Université de Strasbourg. Donc, on a vu comment coder, un petit peu les interfaces utilisateurs, la gestion de projet, quelque chose d'assez générique quand même. Puis de 2010 à 2018, donc pour ceux qui voient bien, il y a de l'overlap. En fait, ma deuxième année de master, je l'ai passée en apprentissage, mais sur un poste de rédaction technique, en fait, directement. J'ai tout de suite fait la bascule. Donc chez Caldera, à Egbolsheim, à côté de Strasbourg. C'est un éditeur de logiciels d'impression numérique grand format. Donc quand on a dit ça, on n'a tout rien dit. En fait, c'est pour piloter des imprimantes qui font notamment de l'impression inkjet ou UV, donc des petites séries. Ça peut être des publicités qu'on va trouver sur des buildings, ça peut être des petites séries en fait d'impression numérique. À contrario de l'offset, on a des grandes presses qui vont imprimer des journaux par exemple, ce genre de choses. Donc chez Caldera, je me suis auto-formée au métier de rédaction, de rédacteur technique, parce qu'il n'y avait personne dans l'entreprise avant moi. En tout cas, il y a eu un vide entre la personne précédente et moi. J'étais aussi testeur de logiciels, donc voilà, pour garder mon background un peu technique aussi. On utilisait Word quand je suis arrivée, beaucoup de Word. Et puis, il y a eu besoin de se structurer, comme beaucoup d'entreprises. Je ne vous ai pas dit la taille de l'entreprise. Quand je suis arrivée, j'étais numéro 35, je crois. Quand je suis repartie en 2018, on était 70. Donc, on est une petite structure. J'étais seule à la documentation technique. Puis, on a été deux. Elle est restée seule quand je suis partie. Enfin, voilà, vraiment très petite équipe. Donc, le besoin de se structurer, notamment parce que en fait, on avait un même logiciel et puis on a voulu le décliner pour un certain nombre de clients, donc avec le même contenu, mais des screenshots différents. Donc là, maintenir 2 Word en parallèle ou 3 Word en parallèle, c'était la galère. Du coup, et puis pour gérer les traductions aussi derrière, c'était compliqué. Donc j'ai fait un peu de recherche, je connaissais Dita. Et la solution que j'avais choisie à l'époque, c'était Madcap Flare. Donc on retrouve l'idée de documentation structurée pour pouvoir faire une publication PDF, mais aussi une publication HTML, parce qu'on en a profité pour créer un site en ligne pour nos clients, puisque la documentation était la même pour tous les clients. Donc on en a profité pour créer un portail, etc. Donc tout ça pour dire que voilà, moi j'ai un background technique à la base, ça ne me dérange pas d'aller dans le code et de regarder comment ça marche. Donc depuis 2018, je suis chez Coriolis Composites, qui fait alors du développement, de la production et commercialisation de cellules robotisées de placement de fibres automatisées et logiciels associés. On a dit ça, on respire un peu. Donc on crée des cellules robotisées, donc avec des machines comme celles que vous voyez là, qui vont ensuite faire de la dépose de fibres carbone sur des moules ou sur des tables pour créer des pièces en carbone. Donc nous, on ne crée pas les pièces en carbone, on crée les machines qui vont être installées chez nos clients pour qu'eux puissent faire les pièces. Donc pour des secteurs, notamment l'aéronautique, mais aussi un petit peu d'automobile, de naval, enfin on peut avoir différentes applications. On a un de nos clients qui crée des feuilles de bateau, par exemple, avec une de nos machines. Et on va faire aussi les logiciels qui vont nous permettre en fait de modéliser comment est-ce qu'on va déposer la fibre sur ces moules. Et donc dans cette entreprise, moi je suis chargée de documentation technique. On n'est plus sur de la rédaction, on va plus être sur la gestion de contenu, gestion de traduction. Alors quel est l'environnement Dita chez Coriolis? Il faut savoir que en fait, moi je suis arrivée, Dita était déjà là. Donc c'est moi qui ai dû m'adapter à Dita et pas l'inverse. Donc j'ai appris avec Learning Dita, je crois, avant d'arriver, des choses classiques. Mais toute notre documentation technique,
elle était déjà soit complètement dessus, soit en train d'être déployée sous DITA. Ce qui va comprendre notre documentation machine, donc les machines dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui dit machine dit directive machine, donc notice d'instruction, notice de maintenance, on en a parlé un peu dans d'autres projets. Comment ça se passe chez nous sur les machines? En fait, on va avoir un standard français-anglais qu'on maintient dans notre CMS. Et puis, en fait, pour chaque projet machine, il va falloir qu'on mette des spécifications, des choses spécifiques au client. Parce que, en fait, comme on vend la cellule robotisée, chaque implantation est différente. Donc, on va dupliquer le standard pour faire les éléments spécifiques à la machine client. On a les logiciels. Alors, les logiciels, avant, ils étaient sous Word, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de documentation. Ils sont passés sous... Ah oui, je ne l'ai pas dit, pour la machine, on fait des exports PDF et HTML5. Pour le logiciel, on va faire que du HTML5, qui est embarqué dans le logiciel. Et donc, ce sont les développeurs qui vont directement être maîtres de leur documentation. Moi, je suis un soutien technique pour eux, en fait, parce que c'était le cas avant, en fait, c'était déjà eux qui avaient la main sur la documentation. Je vais les aider pour, s'ils veulent créer de nouveaux chapitres, rajouter de la documentation importante, mais tout ce qui est petite mise à jour, ils gèrent. Moi, je gère juste les traductions derrière, et je suis là en soutien technique s'ils ont besoin. Ils rédigent en DITA. Oui. Formation, on entend formation software, ils sont liés, c'est pas exactement les mêmes personnes, donc c'est pour ça que c'est un pôle à part, mais en fait ils fonctionnent comme les gens du logiciel. Et puis on a la partie commerciale que je vais vraiment développer juste après. Et donc tout ça, notre environnement, en fait, on va utiliser Componize comme CMS et on va utiliser Oxygène pour les modifications. Donc maintenant, notre projet offre commerciale. Quand je parle d'offre commerciale, c'est l'offre technique commerciale. Derrière, il va y avoir des contrats qui, eux, ne sont pas gérés sous DITA. Je préfère mettre le disclaimer aussi. Mais dans ces offres, dans cette partie commerciale, on va aussi retrouver par contre tout ce qui est datasheet, techsheet. Alors, quels étaient les objectifs du projet? Améliorer les offres, en essayant de mettre un workflow de validation de contenu en place, que ce soit technique, linguistique, essayer d'être cohérent sur l'ensemble de la documentation. Et puis, essayer de s'assurer de repartir toujours de la dernière documentation à jour. Parce que c'est ça un peu le problème qu'on avait avec les Word, pour se retrouver avec des documentations pirates, quelqu'un qui reprend un Word qui date d'il y a, si on a de la chance, 6 mois, si on a moins de chance, plutôt 3 ans. Et donc les spécifications techniques, elles sont plus bonnes, parce que la machine a évolué. Et donc du coup, globalement, quel est le principe, comment ça marche? On va avoir un budget, on appelle ça le budget, qui est un fichier Excel dans lequel le commercial va rentrer les informations clients, il va sélectionner les produits, les services dont il a besoin, ça va faire le calcul des prix avec les calculs de prix de revient, de licence quand il y a besoin, enfin voilà, toutes les choses un petit peu compliquées sur le calcul de prix, c'est géré par ce budget, c'est géré directement par le responsable commercial, c'est lui qui gère cette partie-là. Il faut savoir aussi qu'on est ISO 9001 dans l'entreprise, donc le budget fait partie de ce qu'on appelle les documents applicables, donc il est tracé par le système qualité. Quand il y a une évolution, c'est inscrit dans le document aussi sur quelle version de document on est, donc s'il y a un problème, on peut voir si la personne avait bien pris la dernière version du document ou pas. Et normalement, il est censé toujours repartir de la version qui est dans le pôle de documents applicables. Ensuite, on a une moulinette, dont je parlerai tout à l'heure, surtout, donc qui va prendre le budget, qui va nous fournir des fichiers DITA, qui vont être des fichiers de configuration, donc, dans lesquels on va retrouver les informations, notamment le nom du client, son adresse, les produits sélectionnés, tout ce qui est issu du budget et qu'on a besoin pour l'offre spécifique DITA, qui va nous permettre de savoir quels sont les contenus standards qui sont à piocher pour réaliser notre offre.
Et après, derrière, on va publier l'offre. Alors, il faut la possibilité de modifier le document, notamment pour tout ce qui est offre machine. Typiquement, les offres software, les offres machine. Les offres software sont assez linéaires. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Les offres machine, et ben, en fait, on est vraiment sur des spécificités pour chaque client. En fait. On va vendre entre 5 et 10 machines à l'année. Voilà, on n'a pas un volume d'offres qui est 15 offres par jour. On va plutôt être à 5-6 offres par mois, sur la machine en tout cas. Donc, et pour ces offres, on a besoin de s'adapter, en fait. Parce que le client demande des choses qui ne sont pas dans notre standard, donc ça passe chez nous dans ce qu'on appelle le go-no-go pour dire ok, on y va pas, mais il faut quand même le spécifier dans l'offre technique, puis dans le contrat. Et donc la publication se fait sous Componite, évidemment, puisque c'est là où se trouvent nos fichiers éditeurs. Alors un petit historique du projet. En 2016, c'était le top départ. Puis en 2018, il y a eu le premier déploiement. Moi, j'interviens après ce premier déploiement. En 2019, on a fait un deuxième déploiement. Et en 2021, il y a eu le troisième déploiement qui correspond à la version actuelle qu'on a. Alors évidemment, les contenus vont avoir évolué depuis, mais sur la manière de fonctionner, c'est la manière du déploiement numéro 3. Alors, sur le début du projet, donc c'était en 2016, j'ai dû faire un peu d'archéologie parce que moi je n'étais pas dans l'entreprise à ce moment-là, je suis arrivée en 2018. Donc j'ai quand même réussi à trouver quelques petites choses. Donc à savoir que d'abord il y a eu toute une phase d'identification des contenus. Il fallait reprendre les anciennes offres techniques existantes pour retrouver quels sont les éléments dont on a besoin, mais également définir quels sont les éléments manquants. Parce qu'il pouvait y avoir des datasheets manquantes, donc il a fallu faire toute cette identification de contenu et de personnes responsables de ces contenus. Puis il y a eu la construction du site, l'architecture dans Dita, quelles branches on fait, donc comment est-ce qu'on va travailler sous Dita, dans quel dossier on va ranger les éléments pour s'y retrouver, etc. Il y a eu une phase de réécriture de contenu pour avoir une standardisation. Ça faisait partie des objectifs, donc il fallait que les différents contenus se ressemblent pour qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble du document. Donc il y a eu cette partie-là. Ensuite, il y a eu des tests donc de publication. Globalement, pour les style sheets, parce que j'ai vu que c'était un sujet qui était intéressant, qui vous intéressait tout à l'heure, de mémoire, on a surtout réutilisé ce qu'on a utilisé pour la machine, pour notre documentation machine, donc il n'y a pas eu beaucoup de customisation spécifique pour nos offres commerciales. Ça restait un template général entreprise en fait. Et par contre, le plus long, ça a été l'approbation des contenus. Ceux qui ont été réécrits et les nouveaux contenus. Et voilà, c'est vraiment la chose qui prend le plus de temps de faire valider par les bonnes personnes qui demandent conseil à d'autres mais qui sont occupés, qui ne sont pas là. Enfin, voilà, dans les 2 ans, même on était début 2016 et le déploiement fin 2018, dans les 3 ans, c'est ça qui prend le plus de temps. Donc on se retrouve au déploiement numéro 1. Comment ça fonctionne? Donc on a le budget dont on a parlé tout à l'heure, qui est un fichier Excel. Et là, notre moulinette, c'est des scripts Perl qui vont lire dans le fichier Excel et puis ressortir, créer des fichiers Dita derrière, des fichiers Dita dont on a besoin pour avoir la configuration. Nos fichiers de config. Alors, globalement, c'est pour avoir les datasheets nécessaires. Donc, ça va créer une map avec des datasheets, avec les liens vers les datasheets. On va avoir beaucoup de conref en fait, dans nos contenus. Pour le nom du client, pour qu'il se répète un peu partout où il y a besoin dans l'offre, pour certains éléments dont on a besoin. Et puis, ces fichiers de config, on va d'abord, sur Componite, on va dupliquer notre master, notre branche master, avec le nom du client pour faire un projet client. Et puis, on va y mettre les fichiers de configuration et on va générer la map. Puis on va utiliser, alors à l'époque on utilisait Stylo, la solution OfferBridge, qui n'est plus chez Stylo depuis, pour faire la modification du Dita en ligne, avant de faire la publication en PDF
de la proposition commerciale. Ça, c'est déploiement 1. On a eu quelques petits problèmes rencontrés. Bon, tout d'abord, on va dire que c'est un peu à la marge, mais le format UTF-8 DITA ne supporte pas les accents encodés dans Excel. Spoiler alerte, on n'a toujours pas résolu ce problème-là parce que c'était pas le plus important. Donc, mais nos offres sont en anglais, donc en fait la problématique elle n'est pas si importante que ça. C'est plus sur les noms des clients français, parfois avec des accents. Mais maintenant les commerciaux sont au courant, j'ai quasiment plus de retours sur ah ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis moi qui vais dans le fichier de configuration d'ITA, qui voit un petit carré, qui dit qu'en fait c'est l'accent qui était juste pas reconnu. Ensuite, on a eu un problème avec le script Perl, parce qu'en fait, comme c'était un script en dehors du fichier, il fallait que le fichier de budget ait toujours le même nom, soit toujours au même endroit, parce que, pour que le script puisse l'appeler. Et donc, du coup, ça posait des problèmes parce qu'il ne fallait pas que ce soit l'ancien fichier de budget qui se trouve dans le dossier au moment où on lance le script. Enfin voilà, il y a des risques d'erreur. Et puis surtout, il fallait installer le Perl pour chaque nouvel utilisateur de cette solution-là et déployer les scripts sur l'ensemble de leur PC à chaque mise à jour. C'est problématique. Ensuite, la duplication de la branche principale dans le CMS, mine de rien, c'est long en fait quand on a beaucoup de contenu. Voilà. Et puis à la fin, on peut avoir beaucoup de branches en fonction du nombre d'offres qu'on fait. Donc ça, c'était une problématique aussi. Et l'utilisation d'OfferBridge, en fait, c'est assez complexe pour des personnes qui ne sont pas habituées à DITA, qui utilisent DITA une fois tous les 15 jours, peut-être, de temps en temps. Donc, voilà. Pour un public non averti, c'était pas forcément facile, surtout de comprendre le check-in, le check-out, d'attendre que toutes les maps soient bien ouvertes, etc. Donc, ces éléments-là ont été identifiés assez vite. Par contre, on ne va pas y répondre tout de suite à tout. On passe au déploiement numéro 2, donc 2019, je crois. Donc, déploiement numéro 2, on va répondre à la problématique des scripts Perl, déjà. Moi, mon but dans ce projet-là, après, une fois que je l'ai pris en main, ça va être surtout de simplifier les choses et d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, on a toujours notre budget, ça ne change pas. Par contre, notre moulinette, maintenant, en fait, c'est du VBA. C'est dans le fichier budget directement, pour ne pas avoir une solution supplémentaire. Ce qui simplifie beaucoup les choses, parce que du coup, maintenant, le fichier, on peut l'appeler comme on veut, on peut le positionner où on veut sur le dossier, il peut être déjà rangé dans le dossier client, par exemple, quand on a fait appel à la moulinette pour créer les fichiers d'ITA. Puis on va créer les fichiers de config. On a ajouté aussi la map, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes d'ouverture de fichiers volumineux avec OfferBridge. Et du coup, en fait, on a mis la map générale du document directement, créée directement par notre VBA. Donc on n'a plus un fichier, une map spécifique avec les datasheets spécifiques à l'offre. Elles sont déjà incluses dans l'offre globale. La map globale du document. Pour Componize, ça ne change pas pour l'instant, puisqu'on a dit que c'est pas ça qu'on gérait pour le moment. Stylo, ça ne change pas non plus, donc c'est toujours OfferBridge. Et donc la publication, c'est la même. Donc si on vient sur nos problèmes rencontrés, on va retrouver les mêmes que tout à l'heure, ceux qu'on n'a pas réglés. Donc l'UTF-8, la duplication de la branche principale, l'utilisation d'OfferBridge, à laquelle se rajoute, fin 2020, le rachat de la brique OfferBridge par Exiasoft, ce qui faisait que Stylo ne supportait plus la solution à fin 2021, de mémoire. Donc, ça a amené des questionnements techniques, qu'est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait chercher une autre solution, sachant que il y a des questions financières aussi derrière qui se posent à ajouter une autre solution, ou comment est-ce qu'on peut faire. On en vient donc au déploiement 3, donc c'est la solution qui est actuelle. Et du coup, on va répondre directement aux deux problématiques importantes qui nous restaient.
la duplication de la branche principale et l'utilisation de Overbridge. Et donc comment ça marche maintenant? Pardon. On va avoir alors plusieurs budgets. Là, le twist, c'est qu'on avait déjà un budget software, un budget machine, qui ne communiquaient pas forcément entre eux. Mais dans le budget machine, on a une ligne qui nous dit reprendre l'information de prix qui vient du budget software. Et puis il y avait juste une ligne software dans notre liste de prix, et puis on n'avait pas forcément les datasheets associés au software. Donc maintenant, en fait, nos commerciaux, ce qu'ils font, ils vont générer depuis leur budget software des informations. Alors c'est en point texte, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de les avoir autrement, qui vont être mis dans un dossier. Le budget machine, qui est au même niveau que le budget software, va pouvoir lire, s'il y a du software indiqué à l'intérieur, va pouvoir lire les informations de ces fichiers texte pour les intégrer au DITA. Donc les datasheets vont être intégrés avec les autres datasheets dans la map principale. On va avoir plus d'informations au niveau de la liste de prix. Juste, au lieu d'avoir une ligne, on va avoir les lignes du tableau nécessaires avec les éléments qui viennent du software. Qui était un peu une révolution chez nous. Et puis surtout, ça permettait de savoir exactement ce qu'on proposait aux clients en termes de logiciels, parce que c'était peut-être un peu trivial pour ceux qui étaient du côté machine, mais côté logiciel, eux, ils avaient besoin de savoir ce qui avait été proposé aux clients. Donc notre moulinette, ça ne change pas, on reste sur du VBA, on ne change pas ce qui fonctionne. On crée toujours nos fichiers de config et la map d'Andita. Et alors là, la nouveauté, c'est qu'en fait, dans Componize, on va juste avoir nos contenus standards. Donc en fait, on ne duplique plus la branche principale. Chaque commercial a sa branche de travail, qui est une copie de la branche principale. On en a mis une par personne pour qu'ils puissent travailler en même temps. Sinon, on aurait pu faire juste une branche. Et en fait, ils vont rajouter leur fichier de configuration et éditer une offre qui ne sera plus modifiée dans DITA, qui sera modifiée après. Donc ça permet pour eux, c'est beaucoup plus facile sur l'utilisation. Ils ont juste, ils copie-collent les fichiers au bon endroit, ils lancent la publication, et puis après ils récupèrent leurs fichiers qu'ils peuvent éditer. Donc ne me lancez pas tout de suite, mais en fait on va publier du Word. Alors, on me dirait, mais on en vient pour ça, alors qu'on met du Word. Oui, mais ce Word-là, déjà, c'est pas le premier Word où il y avait 15 commentaires, ou même 15 commentaires, 150 commentaires de si c'est telle machine, il faut supprimer ça, ou alors il faut rajouter ça. Non, là, on a du contenu qui est... La source, elle est connue, elle est identifiée, elle est... comment dire, elle vient du DITA, donc on sait d'où vient l'origine du Word. C'est pas le Word d'il y a 6 ans qui traînait dans un coin de table. S'ils veulent reprendre des éléments d'une offre précédente qu'ils avaient fait un client, ils peuvent beaucoup plus facilement faire des copier-coller. Eux sont beaucoup plus à l'aise en fait avec ça. Et de fait, la version sous Overbridge, mon commercial machine me disait mais moi en fait je l'utilise pas parce que j'y arrive pas, j'ai pas le temps, ça marche pas comme je veux, donc il fallait trouver une solution qui fonctionne pour eux. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'ai fait des tests sous Oxygène, j'ai vu qu'il y avait un plugin pour sortir du Word. Ça a fonctionné, avec Componize on a réussi, on a mis à jour le DITA-OT chez nous, on a mis le plugin en place avec les quelques petites modifications. La plupart des modifications c'est dans le template .dot, le normal.dot, enfin voilà, de Word. Et en fait ça marche très bien comme ça. Mais d'ailleurs, nos offres software, par exemple, même si on publie un Word, derrière, il est quasiment jamais changé. Voilà. Eux, ils peuvent générer un PDF tout de suite s'ils le veulent, ou s'ils ont besoin de modifier quelque chose, ils peuvent le faire. Mais surtout, ils repartent toujours de la dernière version à jour des contenus pour générer leur Word. Et voilà. Et donc, ils font la modification après dans Word, et ils ont leur documentation finale. Et donc du coup aujourd'hui où on en est, comme je vous ai dit, on a toujours notre problème du TF8, parce que c'était pas l'urgence non plus. Peut-être qu'un jour j'arriverai à trouver une solution facile. J'ai essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, mais bon, voilà, comme c'est trivial, on va pas non plus perdre trop de temps dessus.
Et puis voilà, quelques perspectives quand même pour le futur aussi. Et bah, pourquoi pas plus d'automatisation. Pourquoi pas une publication automatique depuis le Word, depuis le Excel, qui irait mettre les fichiers directement sur le serveur, qui lancerait aussi un script de publication. Je ne sais pas, je n'en ai pas parlé encore avec Jean-Luc. Mais voilà, c'est une possibilité peut-être pour le futur, pour vraiment limiter en fait, l'expérience utilisateur derrière soit beaucoup plus simple. Et puis, on améliore toujours, on peut toujours améliorer par le budget. Ce que j'ai mis là pour la mise à jour de contenu critique, il y a des choses qui sont uniquement dans des données qui sont dans le VBA, donc dans le code, qui ne sont pas accessibles directement aux commerciaux, par exemple sur des délais de livraison, parce que c'est en fonction de tel pays, etc. Enfin voilà, juste des choses qui ne seraient pas trop compliquées à mettre en place, mais dans une sheet spécifique du budget, et puis en fait le VBA il reprend des informations qui sont là plutôt que les avoir lui-même dans le code, enfin, voilà, des choses plus simples. Là on est 2 ans après la mise en place de ce déploiement 3. Des retours utilisateurs, déjà j'ai pas des retours mécontents, c'est déjà une bonne chose, ils l'utilisent vraiment. Je n'ai quasiment pas de retour non plus de problématiques qui me reviennent. Avant, j'avais un peu plus souvent de ça marche pas, mais non, mais en fait, c'est juste que tu n'as pas attendu assez longtemps. Voilà, voilà. Même ces histoires d'accent, je vous disais, maintenant, j'ai quasiment plus de retours comme ça. Donc, des utilisateurs contents, moi, un workflow qui marche. Donc, j'ai pas besoin d'y passer beaucoup de temps. J'y passe vraiment plus du temps sur la mise à jour des contenus que sur la mise à jour du workflow. Et ben voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je répondrai avec plaisir. Si je comprends bien, le fichier Word final de déploiement 3, les commerciaux peuvent changer comme ils veulent le fichier. Oui. Vraiment, voilà. Oui. C'était leur souhait. Après, on se fait confiance. On est une petite structure. Je ne sais pas si je l'ai dit, on est 105. Je suis seule à la documentation. À un moment donné, faut céder sur certaines choses. Ce sont leurs responsabilités après derrière de mettre à jour ces contenus eux-mêmes sur le Word s'ils touchent à des choses spécifiques, mais ils partent d'une base saine. Et l'autre chose, par exemple, si eux ils envoient des datasheets à des clients, comment on peut tracer ces changements de fichier final s'ils ont fait la main eux-mêmes dans une Alors, ils ne vont pas envoyer de datasheet tout seuls. Les datasheets tout seuls, on les donne à disposition en PDF, qui sont donc les versionning sont sur notre CMS, on les publie directement du CMS. Par contre, les offres, elles ont une date, elles ont un numéro d'offre en fait dessus, et eux les tracent dans leur dossier en fait. Oui. C'est manuel, mais comme on n'en a pas non plus tout le tour du bras. De la même façon, la révision se fait sur le Word. C'est la révision entre le commercial et les directeurs commerciaux. C'est ça. Circuit d'approbation. C'est ça, eux ils gèrent de leur côté. Par contre, tout ce qui est contenu standard, là ça passe par moi, on fait valider par les responsables de contenu et on l'applique, dès que c'est validé, on applique à l'ensemble des branches pour que dès la prochaine offre commerciale, ce soit tout de suite appliqué. Tu as du retour sur le contenu en disant ce serait mieux dans ce datasheet qui est cette amélioration-là parce que... Alors j'ai eu des retours récemment parce qu'on a lancé un nouveau produit, donc forcément on voit un peu plus facilement aussi ce qui s'était fait dans les anciens. Mais globalement, comme il y a vraiment une grosse refonte avant la mise en place, on est plutôt sur... après c'est la vie des contenus, mais on a en fait vraiment une datasheet par... j'ai envie de dire, il y a une datasheet pour le robot, il y a une datasheet pour le rail, il y a une datasheet pour la tête, il y a une datasheet pour le fonctionnement de la chauffe. Donc c'est vraiment des entités qui sont à part, mais qui font au global la machine. Donc il n'y a pas de raison de basculer de l'un à l'autre. Ces éléments-là sont en lien avec les éléments de la documentation technique, qui sont dans la même base documentaire. Il y a le partage des fichiers, partage des informations de référence. Non, il n'y a pas de partage de l'un à l'autre. Par contre, effectivement, quand il y a une évolution d'un côté, on fait aussi l'évolution sur la partie documentation utilisateur, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de lien de l'un à l'autre. Par contre,
le service marketing va se baser sur les datasheets, par exemple, pour eux faire leur documentation marketing, qui n'est pas liée dans Vita, par contre. On pourrait avoir des références, par exemple, des Oui, performances, des spécifications, oui, des choses comme ça. mais en fait, on essaye de rester plus générique au niveau de la documentation utilisateur sur ces questions de performance qui sont vraiment négociées souvent dans les contrats. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas l'impression. Sinon, vous saurez me retrouver. Ah oui, pardon. Oui. J'utilise une spécialisation ou Non, on a quelques. Alors on a dans les style sheets, on peut avoir des other props pour des couleurs de texte, mais on ne va pas spécialiser Vita. Je vais même aller plus vers de la simplification d'utilisation. Moi, je suis toute seule, me mettre trop de contraintes, en fait, c'est plus compliqué, je vais plus facile. Alors je vais utiliser des tasks parce que c'est quand même pratique d'avoir ce formalisme-là. Même les contextes, je les utilise moins, plutôt des topics. Je garde plus de liberté, mais c'est plus lié à mon fonctionnement personnel. Par contre, comme tu as beaucoup de conrefs, tu dois avoir l'adaptation de ton contenu pour que ton contenu marche. Par exemple, tu as des singuliers, des pluriels à adapter, si tu as des nombres, si tu as des genres. Alors, pas tant que ça a été bien pensé, ça a été bien fait en amont. Mais ça a été bien fait. Et comme on est sur de l'anglais, donc ça simplifie aussi pour certaines questions linguistiques. Après, ça va vraiment être souvent le nom du client, ou alors c'est dans des paragraphes, mais du coup on va avoir le paragraphe entier qui va remplacer un autre, où on va appeler un contenu spécifique si c'est une garantie standard ou complète, on va plutôt appeler un contenu qui est écrit spécifiquement d'un côté. C'est plus l'un ou l'autre, il n'y a pas tellement des champs qui sont, c'est ça. renseignés, parce que cela, ça peut poser des problèmes linguistiques, la phrase de la... Oui. Au niveau du plugin, c'est le OXML de Jarno Elfirta, oui, c'est ça, c'est celui-là. C'est celui-là. Et du coup, alors, est-ce que vous avez tenté l'adaptation d'un Dotex pour faire une petite mise en forme du Word sortant? Ah oui, c'est ça. Je disais point dot, je crois d'ailleurs, mais c'est point dot. Il me semble que c'est Dotex. Oui, voilà, c'est ça. Oui, si. Si, pour changer la typo, pour ma page de garde par exemple aussi, ce qui fait qu'en fonction du type de contrat, je vais appeler un .x différent en fait. Pour mes contrats, mes offres software, j'ai une image software sur la première page, pour l'autre, voilà. Quelques conditions. C'est ça. Oui. Alors j'ai peut-être la solution pour le muter. Ah, cool, je prends. Supprimer les accents. C'est ce qu'on fait pour l'instant. Et je pense que ça pourrait être intéressant de le partager à tout le monde. Il y a soit l'UTF-16. Ouais. Moi, c'est le seul truc qui fonctionne avec Excel. D'accord. En l'occurrence. Et sinon, il faut faire une moulinette pour changer l'encoding. Parce Oui. qu'en fait, en Microsoft, il ne veut pas l'UTF-8. Ouais. Du coup, ancienne Talend, j'utilise un studio Talend où je mets mon petit fichier qui fait un changement d'encoding. Ah ouais, non, ça, je pense qu'il faut que j'enlève ça. Je testerai l'UTF-16. Merci. C'est parfaitement dans les temps. Et ben voilà, on s'en est pas pour la pause. Merci.